Ok, Christian, à toi la main. Parfait, parfait, parfait. Tududun. Ok, je vois pas comment. Très bien. Alors, écoutez, c'est une joie de pouvoir communiquer avec vous, même si c'est d'une manière distante, virtuelle. Mais c'est vrai que ce qui est important, évidemment, c'est de nous adapter, quoi qu'il se passe. Hein, c'est le sens de la vie, c'est le sens également des maladies, comme nous allons le voir. Hein, on prévoit des choses et puis la vie a prévu d'autres choses auxquelles nous devons nous adapter. Et si nous ne nous adaptons pas à ce qui se passe, à ce moment-là arrive le symptôme. C'est ça l'essence du décodage biologique des maladies. Hein. L'idée, c'est que la maladie n'est rien d'autre qu'une adaptation. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant à travers mon expérience de 30 années, finalement, de thérapie, puisque j'ai créé tout cela en 1993. Donc, ça fait presque 30 ans. Donc, durant toutes ces années, j'ai eu la chance, le privilège de rencontrer beaucoup de patients. La chance et le privilège, puisque chaque être humain est en soi un univers, une planète et un porteur de secrets et sans savoir d'ailleurs qui porte ces secrets. Et cela me fait penser à une légende très ancienne. Et un jour, dit cette légende, les dieux se réunirent et voyant que l'homme devenait de plus en plus intelligent, les dieux se réunirent en disant il va bientôt l'homme va bientôt percer notre secret, donc il va falloir qu'on le cache, parce que l'homme a beau être intelligent, il n'est pas sage pour autant. Alors il pourrait tirer un mal profit de cette connaissance. Alors les dieux disent, où est-ce que nous allons cacher le secret? Les premiers disent, on va le cacher au fond de l'océan. Mais un autre dieu lui dit, non, 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 un jour l'homme ira au fond des océans. Alors un autre dieu propose de mettre le secret au sommet de la montagne la plus haute. Un autre dieu lui dit, non, 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 non. Un jour l'homme ira là aussi sur le sommet de la montagne la plus haute. Alors un autre dit peut-être sur la lune, dans l'espace. Non, 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 l'homme ira là également. Alors finalement, un Dieu plus subtil, plus sagace que les autres, il dit, moi j'ai une idée d'un endroit où l'homme n'ira jamais chercher le secret. Nous allons mettre cela à l'intérieur de lui-même. Nous allons mettre ce secret au cœur de l'homme. Car je connais l'homme. Il est tourné vers l'extérieur, il cherche du sens à l'extérieur, il est curieux vers l'extérieur, il veut de nouveaux territoires vers l'extérieur, il veut voyager, etc. Mais bien peu font ce retournement finalement d'aller visiter l'intérieur et se poser finalement l'unique question qui est intéressante, qui est enrichissante et qui va nous permettre de grandir, d'évoluer, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous profondément? Et d'une manière, somme toute, paradoxale et étonnante, euh, la maladie nous offre une réponse. Oui, la maladie nous oblige à retourner vers l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous avons mal aux dents, nous réalisons que nous avons des dents. Lorsque nous avons mal, si nous avons mal à la cheville droite, d'un seul coup, nous réalisons que nous avons une cheville droite. Et nous l'avons ignorée pendant 20 ans, 40 ans, pendant toute notre vie. Et c'est quand elle est malade, quand elle nous fait souffrir, qu'on revient au corps et à l'importance de la cheville, de l'estomac, des poumons, des yeux. Il faut avoir la vue qui baisse pour se dire, finalement, c'était important de voir. Ça avait du sens, ça avait de la valeur. Et ainsi, la maladie nous oblige à revenir vers nous-mêmes, nous force la main, en quelque sorte, pour nous poser des questions essentielles. Mais est-ce que nous allons au bout de cette question-là? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de faire de la mécanique? Et pourquoi pas? La mécanique extérieure. J'y vois moins bien, je porte des lunettes. Hein, j'ai mal à l'estomac, je me fais opérer et on me retire une partie de l'estomac. J'ai mal à la cheville, on me coupe la jambe. Et le décodage biologique, bien sûr, est tout à fait d'accord avec tous
les choix, les traitements médicaux. Il n'y a aucune concurrence, aucune compétition, bien au contraire. Eh bien, l'idée est de travailler en concorde, en équipe, avec les chirurgiens, les psychiatres, les médecins, etc. Et chacun a sa place, comme dans le corps d'ailleurs, chaque organe a sa place. Eh bien, la question est, c'est qui sommes-nous? Et c'est là qu'est le secret. La maladie nous oblige à revenir à nous-mêmes. Mais comment comprendre la maladie? Comment réellement aller vers ce secret intérieur? Il y a tellement d'écoles, il y a tellement de courants, il y a tellement de thérapies, il y a tellement de propositions. D'ailleurs, depuis que l'homme est homme, eh bien, il n'a de cesse de se poser cette question. Pourquoi le scandale de la maladie? Pourquoi le scandale de l'enfant malade, de l'innocent qui souffre? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un d'un seul coup tombe malade et ne peut plus se lever, ne peut plus travailler, ne peut plus profiter? Eh bien, c'est la quête du décodage biologique, c'est son exploration, c'est son expérience et ses outils que je vous propose là maintenant de façon virtuelle et puis bientôt de façon réelle, concrète, lors de notre rencontre, si vous le voulez, au Maroc. Eh bien, comment saisir cela? Eh bien, ce que propose le décodage biologique à la suite du docteur Hammer, eh bien, c'est de changer de paradigme, changer de paradigme, changer de croyance, changer de système de pensée. En effet, l'être humain évolue par changement de paradigme. C'est ça la croissance, à la fois de l'enfant vers l'adolescent, de l'adolescent vers l'adulte, à la fois de l'homme préhistorique vers le Moyen Âge, du Moyen Âge vers la modernité. Eh bien, nous avons changé de paradigme, de façon de voir les choses. Et aujourd'hui, encore plus rapidement que jadis. Par exemple, eh bien, on a pu faire évoluer le feu, la lumière. Début, avec le feu dans la grotte, et puis on invente un autre feu avec des torches, des résineux, et puis après, on découvre la paraffine, la bougie. Donc, ce feu évolue. Et puis un jour, quelqu'un a l'idée de changer radicalement de paradigme. Et c'est l'invention de l'électricité. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le feu. Il y a eu une espèce de saut intellectuel, de changement conceptuel, intellectuel, qui fait qu'on a découvert quelque chose de nouveau, radicalement nouveau, et qui remplit la même fonction, qui est de nous éclairer. De la même façon, l'homme avait des petits chevaux, et puis il les nourrissait, les dressait, et les faisait courir, et ainsi, le cheval qui transporte l'homme a évolué, un seul homme, et puis les carrosses, etc. Mais on a changé de paradigme pour voyager, on ne voyage plus à cheval, mais en voiture. Ça n'a rien à voir, même si votre voiture a 150 chevaux ou 30, ça n'a rien à voir. On a changé de système de pensée. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que la maladie? Quel est le paradigme de la maladie? La maladie, c'est un scandale, c'est un désordre, c'est un problème, c'est une malédiction, c'est une calamité, c'est un malheur. On évolue sur cette base-là depuis des siècles et des millénaires. Et puis, Freud a commencé à avoir quelques intuitions, Grodek également, ce grand psychanalyste, et puis Jung et d'autres se sont dit, non, il y a peut-être quelque chose d'autre. Mais ils n'ont pas développé comme le docteur Hammer ou le décodage biologique a pu le faire par la suite. Donc, le paradigme du décodage biologique, c'est que la maladie n'est pas un problème. La maladie est une solution. La maladie n'est pas une catastrophe. La maladie est au contraire une chance, une adaptation à quelque chose qui n'est plus. Mais comment découvrir cela? Qu'est-ce qui va nous permettre de vérifier cela? Ça va être les codes biologiques. Les codes biologiques, dont le docteur Hammer a parlé en premier, et avec à la fois
génie et puis quelques erreurs dangereuses dont je pourrais parler éventuellement si vos questions y venaient. Eh bien, son idée, suite à sa maladie, si vous pouvez laisser vos micros fermés là, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de parasites auditifs. Hein, merci. Donc, docteur Hammer, eh bien, il y a donc Afifa. Est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Merci. Donc, cet homme donc perd son enfant, ce médecin, clinicien, radiologue, eh bien, son enfant est blessé. Il veut évidemment le soigner, il veut le sauver. Et malheureusement, eh bien, son enfant va mourir dans ses bras. Et quelques mois plus tard, il se découvre un cancer du testicule. Et à ce moment-là, eh bien, en lui se crée le lien, l'évidence. Eh bien, que ce n'est pas par hasard si c'est cet organe et si c'est à ce moment-là. Et il va commencer à interroger eh bien, ses patientes de façon radicalement nouvelle. Il va leur demander eh bien, si elles ont vécu quelque chose dans leur vie, un drame dont elles n'ont pas parlé. Et on va se rendre compte, eh bien, ce qui génère une maladie, ce n'est pas n'importe quel drame. Sinon, je crois qu'on serait très souvent malade. On a assez souvent des contrariétés, des difficultés, mais ce n'est pas pour autant eh bien, que nous sommes malades. Comme d'autres personnes, apparemment, eh bien, tout va bien, et pourtant, on leur diagnostique des choses terribles. Donc, il y a un type de drame que j'appelle le biochoc, et qui va donc générer le symptôme. Et le sens biologique de cette maladie va être la clé, une clé en or, va être un chemin royal. Et si vous comprenez cela, eh bien les choses deviennent de plus en plus simples. Et la thérapie également va devenir de plus en plus simple et efficace. Efficace parce que la thérapie va travailler dans le causal. La plupart du temps, eh bien, nous sommes dans le périphérique, nous sommes dans les conséquences. Et c'est déjà bien hein, d'aider cela. Un enfant a des difficultés scolaires, eh c'est très bien. On trouve des cours privés, parfois ça suffit. Ou on lui donne quelques vitamines, change son alimentation et d'autres choses, et puis on lui propose de dormir davantage, et puis voilà, parfois ça suffit. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que, alors qu'il travaillait bien et que d'un seul coup, eh bien, il va être en échec scolaire? On va chercher donc, bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme cet enfant qui, à l'école, eh bien, était battu par les autres enfants, qui le torturait psychologiquement en quelque sorte. Donc, ou un autre enfant dont les parents divorcent ou crient toute la journée, etc. Ou le petit frère vient au monde et il se sent négligé. Donc, on peut aller de plus en plus à la source. Et en traitant la source, eh bien, on traite tous les effets. Donc, c'est ça la magie du décodage biologique, et spécialement des codes biologiques, hein, qui vont nous permettre d'aller du symptôme jusqu'à l'origine du symptôme. C'est ça. Donc, le chemin, c'est ça la proposition eh bien, que propose l'école et les thérapies depuis 30 ans et qui permettent une accélération, mais quelque chose d'incroyable, quelque chose de phénoménal. En 1 heure de séance, eh bien, il y a un avant, il y a un après, puisque le code va directement dans la cellule, hein, s'adresse directement à la cellule. Hein, je me souviens donc de cet homme qui se levait régulièrement la nuit pour aller pisser, et puis cela depuis 25 ans. Et donc, il avait une forme de cystite, et il avait pris des traitements, etc., mais rien n'y faisait. Et puis, il m'en parle incidemment, et puisqu'il vient en thérapie pour une autre raison, et on trouve le conflit donc de marquer les limites du territoire, hein, puisque c'est une des fonctions, c'est un des codes de l'AVC, et on va voir que les codes s'appuient sur la fonction, c'est quelque chose de vraiment très simple. Comme l'animal, eh bien, urine autour du territoire pour pas qu'un autre animal empiète. Hein. C'est un message olfactif. Eh bien, lui, 25 ans auparavant, eh bien, il avait
acheté un appartement et le voisin du dessus, eh bien, la nuit, il se levait, faisait du bruit et lui, il a l'impression que le voisin, eh bien, il était sur son lit, il était dans sa chambre, il dépassait les bornes. Il avait ce ressenti en lien avec ce sens biologique. Ça, c'est très important. Le ressenti derrière toute maladie. Il y a le sens biologique, il y a le ressenti, il y a la maladie et il y a l'histoire conflictuelle. Et les quatre ne font qu'un. Ces quatre choses-là ne sont qu'une seule et même chose. Et quand on a le symptôme, on trouve le code. Quand on a le code, eh bien, on trouve le ressenti. Quand on a le ressenti, on est dans l'histoire. Donc, quelqu'un d'autre, un enfant, eh bien, fait de l'eczéma depuis l'âge de 3 ans. Eh bien là, le code de l'eczéma, l'épiderme, la peau, eh bien, c'est la perte de contact, puisque la peau sert à toucher et à être touchée. Donc, un autre patient, je me souviens, il y a bien longtemps, lui, il vient avec un cancer du larynx. Et sa médecin qui suivait les formations à l'époque, eh bien, elle envoie en complément de ces traitements, eh bien, se rencontrer à travers le décodage biologique. Le larynx, eh bien, nous allons l'associer au cri de terreur, la frayeur, la peur bleue, la panique. Et cet homme était un homme vraiment très, très simple. Il était vraiment au début de soins allopathiques. Et puis, quand je lui donne le code biologique, eh bien, rapidement, et c'est ça la magie finalement du code biologique, c'est de ne pas perdre de temps, d'aller dans l'essentiel. Et à quoi sert le larynx? À quoi sert la vessie dans la cystite? À quoi sert l'épiderme dans l'eczéma? Eh bien, le code du larynx, c'est donc la terreur, la peur bleue. Et quand je lui fais cette proposition, ce n'est rien d'autre qu'une hypothèse, tant que le patient ne l'a pas validée, eh bien, immédiatement, en écoutant ce code, eh bien, il me dit, bah oui, avant ce cancer, j'ai eu le drame de ma vie dont je n'ai jamais parlé. Eh bien, je suis à une fête de famille avec ma fille qui boit beaucoup. Elle boit beaucoup trop d'alcool. Et elle s'en va en voiture et je suis inquiet pour elle. Elle est avec son fils. Alors, je la suis. Je la suis pour me rassurer. Et là, devant mes yeux, le drame. Eh bien, elle sort de la route, elle a plusieurs tonneaux, et la voiture est écrabouillée. Et là, je ne peux même pas hurler, j'ai le souffle coupé, et j'appelle donc les secours, elle ira en réanimation, etc. Donc, c'est un instant. La maladie démarre toujours en un instant précis, spécifique. On ne met pas des années à faire une pathologie. Ça prend un instant. Comme la guérison, eh bien, va prendre un instant. Tout se vit dans des instants. Nous ne sommes condamnés, nous ne pouvons pas faire autre chose que vivre des instants. Donc, c'est là la limite de la pensée, de certaines thérapies mentales, comme certaines psychanalyses, par exemple, eh bien, qui sont trop conceptuelles et qui ne vont pas dans la biologie, qui ne vont pas dans le corps et qui ne vont pas spécifiquement dans l'instant, malgré tout ce qu'elles peuvent apporter de tout à fait utile et passionnant. Eh bien, l'émotion est vécue en un instant. Il voit sa fille sous ses yeux, là, qui a cet accident, et lui, son ressenti, qui n'est pas forcément le vôtre, qui ne serait pas forcément le mien. Donc, eh bien, lui, c'est cette terreur-là. Et c'est quand je lui donne le code du larynx, immédiatement, l'émotion arrive, l'événement arrive, la guérison arrive. Il va, un mois plus tard, faire un scanner du larynx dans un autre centre de radiologie qui ne le connaît pas, et là, disparition totale de ce cancer. Encore un an plus tard, scanner de contrôle, eh bien, toujours rien. Eh bien, les choses sont rentrées dans l'ordre naturellement, spontanément, puisque ce qui était dans le corps, c'est l'adaptation à cet instant. Je ne peux pas crier, eh bien, c'est le larynx qui est concerné. L'autre, dans l'immeuble, envahit ma chambre quand il fait du bruit la nuit, eh bien, la maladie en est la solution, je marque des limites. La maladie est une solution pour le corps. La maladie est une solution dans la logique corporelle, biologique, émotionnelle. Il est évident que pour le rationnel, pour le mental,
Faire de la cystite ne sert à rien. Le voisin continuera à faire du bruit. Mais on est dans une logique biologique. Je vais vous donner à ce titre-là pour que vous compreniez ce nouveau paradigme. Je vous donne des choses concrètes, non pas conceptuelles, mais des choses pratiques qui ont permis d'aider des gens donc à guérir. Comme nous tous, eh bien, nous avons ce potentiel de guérison et de transformation. Comme la maladie, déjà, est une transformation. Eh bien, il s'agit d'un homme qui est coincé dans un ascenseur et là, il a une terreur. Il se dit, je vais mourir. Et là, on peut se poser la question, je veux dire, il y a l'air qui passe, il y a l'oxygène qui passe. En réalité, il n'est pas en danger de mort. Mais pourtant, c'est son ressenti. Il est coincé dans l'ascenseur et là, il se sent étouffé, la mort est proche. Et il veut attraper de l'oxygène, il veut attraper de la vie. Et là, il déclenche un cancer des poumons, un cancer des alvéoles pulmonaires. Donc, la fonction de l'alvéole pulmonaire, c'est bien d'attraper des molécules d'oxygène pour pouvoir survivre. Pourquoi est-ce qu'il ressent cela? C'est important de le comprendre pour se comprendre soi-même. Eh bien, lorsqu'il était plus jeune, il fait de la plongée en apnée. Et là, réellement, il a failli mourir dans l'eau, en apnée. Il remonte, il a bien calculé ses réserves d'air, sauf qu'une vague plus grosse que les autres arrive, et là, il se voit vraiment mourir, et heureusement, quelqu'un va le sauver. Mais il a manqué d'air. Donc, la maladie est bien la solution du corps. Et pour le comprendre biologiquement, émotionnellement, concrètement, eh bien, je vais donner l'exemple des Boliviens, puisque l'école va également en Bolivie, et l'organisatrice des formations en Bolivie eh bien, me confiait, me racontait eh bien, que les poumons, la cage thoracique des Boliviens qui vivent dans l'altiplano ont des cages thoraciques plus grandes que nous, que ceux qui vivent dans la vallée. Donc, ils sont plus petits, plus trapus, et ils ont plus d'alvéoles pulmonaires, ils ont un volume plus important, puisque, vous le savez sans doute, la capitale, La Paz, se trouve à 4000 mètres, à 3000 mètres d'altitude. 3 ou 4000, je ne sais plus d'ailleurs. Entre 3000 et 4000, on va dire. Mais en tous les cas, il y a moins d'oxygène en altitude. Donc, la solution, eh bien, il faut que je fasse plus de poumons, puisqu'il y a moins d'oxygène, pour que mon sang, mon corps soit approvisionné. Donc, on voit qu'il y a une mutation génétique de toute une population et qui s'est adaptée. Et on comprend avec cette histoire que les Boliviens qui ont plus de poumons, plus d'alvéoles, ce n'est pas un problème. C'est une solution. S'ils n'avaient pas ça, eh bien, ils seraient essoufflés. Eh bien, de la même façon, quelqu'un qui a une tumeur des poumons, on est dans exactement cette même logique. On est dans cette même logique. C'est-à-dire, je fais plus de corps, je fais plus de poumons, je fais plus d'alvéoles. Et pourquoi? Eh bien, dans le paradigme proposé par le décodage biologique, eh bien, c'est parce que je manque d'air, je manque d'oxygène, j'ai peur de mourir, je vais mourir. Et parce que je suis en apnée, ou bien simplement j'en ai le ressenti. Je suis coincé dans un ascenseur. Comprenez, on n'est pas dans la logique mentale du cerveau gauche. On n'est pas dans la logique intellectuelle, rationnelle et consciente. Non, on est dans la biologie. On est à l'intérieur de notre cellule. Donc, il y a le symptôme, et quand on connaît le code biologique, on va aller directement dans l'histoire conflictuelle. Comme cette femme qui avait de l'aérocolie, c'est-à-dire de l'air dans le côlon, et du côlon descendant. Aérocolie, inflammatoire, du côlon descendant. Elle ne comprend pas pourquoi, elle se soigne, mais ça devient chronique et elle n'arrive pas à se débarrasser de cela. Donc, elle souhaite mettre du sens, trouver le sens, et se rencontrer, d'ailleurs, dans son secret intérieur, ce secret qui n'est pas à l'extérieur, ce secret qui est toujours à l'intérieur de la maladie.
à l'intérieur du symptôme. C'est là qu'est le secret. On l'appelle aussi l'inconscient. Et je lui propose, je n'impose rien, mais j'offre mon expérience. Et elle confirme ou infirme s'il y a du sens. Le côlon, c'est tout ce qui est pourri, dégueulasse, c'est les saloperies. Inflammation, c'est l'irritation, c'est la colère. Le côlon descendant, c'est les descendants, les enfants. Aéro, l'air. Aérocolie, eh bien, c'est l'espace, l'air. C'est la vie, comme je viens de le dire, la liberté. Quand elle me parle d'aérocolie inflammatoire, de côlon descendant, elle me parle d'espace, de liberté, de colère, de saloperie et du fils ou des enfants. Espace, colère, saloperie, enfant. Donc, ça fait quelques minutes que nous sommes ensemble, 5 minutes peut-être. Et là, immédiatement, eh bien, le code est trop précis pour qu'elle puisse fuir, pour qu'elle puisse esquiver, pour qu'elle puisse penser. Elle ne peut plus penser, elle ne peut que ressentir. Car ce code, eh bien, lui parle d'elle. Ce code, qui est le code de la cellule, qui est le code du côlon descendant, eh bien, lui parle d'un moment précis, d'un instant, où son fils eh bien, a fait une saloperie, a fait quelque chose de dégueulasse puisqu'il a vendu de la drogue, de la merde, me dit-elle. Et de la drogue qui peut tuer les autres, la mort. Et ça la met en colère. Vraiment, elle est irritée par cette situation. Donc, les codes l'ont amenée non seulement directement dans une expérience précise, concrète, émotionnelle, un moment qu'elle n'a pas pu parler, qu'elle n'a pas su exprimer, un moment de grande violence émotionnelle et qui est resté dans son corps. Et le corps, eh bien, exprime cela. Le corps donne la solution qu'elle n'a pas pu trouver. Elle n'a pas pu gérer, éliminer cette merde, cet emmerdement avec son fils. Alors le corps prend en charge. Donc il y a une merde dans ta vie, alors c'est moi, côlon descendant, qui vais pousser cette merde avec de l'air, avec des gaz, qui vais la pousser vers l'extérieur. Donc les codes biologiques sont spécifiques à chaque symptôme, vont permettre très rapidement d'aller dans l'histoire. Dans l'histoire, oui, la maladie, eh bien, c'est le temps dans l'espace. La maladie, c'est le temps, c'est l'histoire dans l'espace du corps. C'est l'histoire qui rencontre la matière et qui exprime là la solution que je n'ai pas su trouver de manière consciente et volontaire. Mon corps est la somme de toutes les réponses, de toutes les solutions. Mais qu'est-ce que c'est qu'une solution qui dure trop longtemps? C'est un problème. Oui, tous nos problèmes, nos souffrances, nos difficultés, nos maladies, eh bien, sont des solutions qui ont duré trop longtemps. Quelqu'un a envie de faire la fête, il s'ennuie un petit peu, il a envie de se distraire, il a bien raison. Il va boire un verre d'alcool, par exemple, et puis il se sent détendu, se sent mieux, c'est plus agréable, et puis ça s'arrête là, il se repose, il continue sa vie. Et ça lui a permis de voir les choses autrement, de se détendre et de prendre un peu plus de distance sur ses soucis peut-être. Et ça a été positif, de prendre peut-être ce petit verre d'alcool pour lui. Maintenant, si c'est non pas un verre d'alcool, mais 10 verres d'alcool tous les jours, pendant des années, ce n'est pas une solution. C'est un problème. C'est de l'alcoolisme. Quelqu'un se sent angoissé, inquiété, a des difficultés, se sent vraiment agressé par les autres et prend un moment de solitude, d'isolement, de retraite, de recul, de repli, qui dure peut-être 1 heure, une soirée, et là, il fait des prises de conscience, un retour vers lui-même, et là, il peut voir les choses autrement et prendre des décisions. C'est une bonne solution, ça a duré très peu de temps. Ou bien il devient autiste.
ils ne communiquent plus. Et alors, la caméra ne marche plus, on dirait. OK. Donc, solution quand je parle d'autisme, les choses se figent, les choses ne bougent plus. On peut parler de synchronicité très souvent. Hein. Très bien. Donc, se replier 5 minutes, c'est une solution. Se replier toute sa vie, eh bien, c'est un problème. Et donc, la maladie est une solution. Hein, le bruit est trop fort, donc je me bouche les oreilles. Hein, je deviens sourd quelques minutes. Je suis dans une salle de concert, le bruit est trop fort, je fais des acouphènes. Parce que je suis agressé par les oreilles. Et mes acouphènes, la surdité va durer quelques heures et ensuite l'audition redevient normale. Ce n'est pas une maladie, c'est une solution d'adaptation par rapport à cette violence. J'ai mangé quelque chose de dégueulasse, je vais vomir, je vais aller en diarrhée, ben c'est bien, c'est une solution. Donc ce qui est bref est une solution. Maintenant, si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'indigeste dans ma vie, comme la relation à mon voisin, à mon beau-père, à mon patron, je ressens quelque chose d'indigeste pendant des années. Eh bien, ce qui était une solution pendant quelques heures devient un problème parce que ça dure trop longtemps. Donc la maladie, c'est une solution qui dure trop longtemps. Et les codes biologiques vont nous permettre non seulement eh bien, de retrouver le problème, mais en plus de guérir, puisque c'est ce qui nous intéresse finalement. Ce n'est pas de comprendre, ce n'est pas de réfléchir, ce n'est pas de penser, hein, c'est de vivre et d'être heureux. Donc, une fois l'événement rencontré, touché, eh bien, il va y avoir des exercices, des protocoles émotionnels qui vont permettre de transformer eh bien, cette histoire secrète à l'intérieur, sous forme de visualisation, sous forme de dessin, sous forme de lâchage émotionnel, de larmes dans certains cas, sous forme de changement de croyance, changement de perception. Et donc, j'ai inventé depuis une trentaine d'années eh bien, une centaine d'exercices, de protocoles qui vont permettre certains de trouver le programme, l'origine dans notre enfance, dans notre vie intra-utérine, dans l'espace de nos ancêtres. Et ces protocoles, donc, qui s'appuient sur la PNL, entre autres, et bien, va permettre de trouver ce qu'on appelle le conflit programmant, l'origine, qui est inaccessible à notre conscience, à notre mémoire, puisque ça appartient à nos ancêtres ou à notre vie intra-utérine, donc nous ne le savons pas. Nous ne savons pas que cela est là. Donc, certaines techniques, bien que vous pouvez apprendre, qui sont accessibles, même si vous n'êtes pas thérapeute ou médecin ou psychologue, eh bien, car les malades doivent pouvoir le faire. Le malade n'a pas besoin de faire des études pendant 1 an, 3 ans ou plus pour pouvoir guérir. Donc, les protocoles doivent être simples, accessibles pour tout le monde, un enfant ou un adulte ou qui que ce soit, en tous les cas, quelqu'un qui est malade. Et une série de protocoles va trouver le secret dans le corps, dans l'histoire, dans le symptôme. Et d'autres séries de protocoles vont permettre de transformer la perception que nous avions, la perception du vécu de ce moment-là. Comme l'enfant qui dit, voilà, mes parents se disputent, ils sont violents, ça veut dire bien que je ne suis pas important. Ça veut dire que je n'ai pas de la valeur. Ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas. Et cette étiquette fait souffrir l'enfant. Dans un autre foyer, les parents divorcent, mais l'enfant n'en fait pas un conflit. Car c'est la perception eh bien, qui nous distingue les uns des autres. C'est le sens que nous donnons aux événements qui vont nous distinguer radicalement. Et c'est ça qui est fondamental dans l'approche, c'est à la fois de trouver eh bien, ce qu'il y a d'universel, à savoir les codes biologiques, et à la fois ce qu'il y a de personnel, c'est l'histoire durant laquelle on a activé les codes biologiques, les conflits biologiques.
Et ensuite, comment transformer notre perception, hein, de l'enfant, de l'embryon, de l'ancêtre. Comment transformer les croyances? Comment permettre d'accéder à ressenti primaire? Eh bien, c'est tout ça qui est proposé de manière accessible, comme je disais, et j'insiste, pour tout un chacun, pour guérir d'abord. Même si on est thérapeute, il s'agit de guérir soi-même, évidemment. Avant de guérir l'autre, il s'agit d'aller dans notre propre histoire, dans nos propres secrets, pour sentir qu'est-ce que ça veut dire, hein, pour sentir la puissance d'aller dans les émotions, la puissance d'aller dans notre faiblesse, la puissance d'aller dans notre fragilité. Et en cela, eh bien, nous allons à contre-courant, puisque l'émotion est vue comme une vulnérabilité. On est vu comme vraiment moins que rien, faible, fragile. C'est bon pour les fillettes, on disait jadis, d'avoir des émotions, de pleurer. Et pourtant, c'est l'inverse. Dans mon expérience, eh bien, il n'y a pas de plus grand courage, de plus grande puissance que de se réconcilier avec nos propres émotions, que de faire un avec nos émotions, de grandir avec nos émotions, d'écouter et d'accepter cette fragilité. Eh bien, c'est ça le chemin de croissance. Et de croissance intérieure. Je ne parle pas d'une croissance sociale extérieure, égotique, mais vraiment d'une croissance de conscience intérieure, de conscience de qui on est. C'est dans cette fragilité, je crois, que l'être humain se connaît, se rencontre, se reconnaît. C'est dans sa fragilité, eh bien, qu'il se découvre. Qu'il se découvre humain et qu'il réalise qu'il n'est pas une chose, qu'il n'est pas un robot, qu'il n'est pas un super-héros, qu'il n'est pas une idole, qu'il n'est pas un personnage, mais qu'il est bien plus grand que ça. Et c'est là le message de toutes les maladies sans exception. Car pour moi, toutes les maladies sans exception ont un code biologique, ont une raison, sont un trésor, viennent d'une histoire non exprimée, viennent d'une histoire conflictuelle, émotionnelle, et qu'il s'agit de voir, de revivre, eh bien, accompagné par la bienveillance d'un thérapeute qui nous fait sortir de notre statut de victime, notre statut de pas de chance, notre statut de la fatalité, c'est le destin. Eh bien, comme le disait Carl Gustav Jung, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin, de maladie, de symptômes, de problèmes, d'échecs. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme d'échec, de maladie. Eh bien, c'est venu à la conscience, ces maladies, pour nous transformer. Car nous brûlons, nous sommes malades, nous souffrons là où nous devons changer, toujours. Nous avons mal là où nous devons changer, évoluer. Il y a quelque chose qui doit être transformé. Et quelque chose d'autre que le corps, quelque chose qui est en amont du corps, quelque chose qui est à l'intérieur de la cellule, quelque chose qui est émotionnel, qui est de l'ordre de la perception, qui est de l'ordre de l'histoire, qui est de l'ordre de l'identification à quelque chose que nous ne sommes plus. Et c'est ce chemin donc que je propose depuis 30 ans, que je propose en consultation, en formation, et là où je vais dans le monde, ainsi que mon école, afin de permettre eh bien, de découvrir eh bien, notre compagnonnage, notre amitié, une amitié renouvelée avec nous-mêmes, une amitié réconciliée avec nous-mêmes, avec notre corps, avec nos émotions, avec notre histoire, et de s'éloigner du personnage, de voir le personnage
que nous ne sommes pas, que nous n'avons jamais été. Et cela de manière complètement pratique, concrète. Il s'agit d'une émotion concrète qui est là, offerte et donnée. Et c'est ce que je souhaite vous présenter avant de maintenant écouter vos différentes questions qui vont permettre de compléter ce que j'ai dit ou de prendre une direction vers ce qui peut vous intéresser vous ce soir. Donc, vous avez le chat qui est là pour poser vos questions puisque nous sommes nombreux là ce soir. Donc, je vous invite à vous exprimer. Mais par le chat et non pas par l'audio dans un premier temps. Alors, quel est le code biologique du genou? Me demande donc Myrna. Donc, on va s'appuyer. Alors, c'est une bonne question. Donc, on va avoir besoin de savoir quelle est la partie précise du genou. Est-ce qu'on parle de cartilage, de tendons, de ligaments, etc. En tous les cas, on va, de manière globale, bien, le genou, donc, bien, c'est céder face à l'autre, c'est s'humilier. Hein, je pense à une patiente, alors c'est un cas assez particulier puisqu'elle a un accident de sport et donc c'est pas émotionnel, vous voyez, elle fait du judo, une mauvaise prise de judo et elle se retrouve à l'hôpital avec des problèmes de ligaments du genou, mais le problème c'est que ça va durer 15 ans, son problème de genou, alors que d'autres eh bien sont opérés, bien opérés et guérissent. Et en fait, l'accident, dans son cas, était comme un choc émotionnel. Et l'accident venait rappeler toute son enfance et tout un tas de drames où elle était obligée de s'agenouiller face à sa mère, au propre et au figuré, donc de faire le ménage, de s'humilier face à elle, et elle résistait. Elle voulait tenir tête, mais là, elle était en danger si elle tenait tête. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand elle fait du sport, donc c'est un art martial, c'est le judo, et bien d'une certaine façon, elle fait ce sport comme pour être face à sa mère. Elle ne veut pas céder, elle veut dominer l'autre. Donc, elle réactive cette histoire et c'est pour ça qu'elle va avoir cet accident. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque lorsqu'elle a fait cette prise de conscience, puis de protocole, dont un qui s'appelle Dialogue avec le corps, eh bien, elle a récupéré totalement sa santé. Et comme c'était une étudiante de l'école, eh bien, j'ai pu la suivre au long des années et vérifier donc sa guérison totale au niveau donc des genoux. Donc, je suis obligé de m'agenouiller au propre et au figuré. Alors, autre question. Alors, il y a beaucoup de questions sur les maladies, je vois. Alors, Faisal pose une question intéressante. Alors, êtes-vous au courant d'expériences où le thérapeute peut combiner l'approche allopathique avec le biodécodage, avec l'hypnothérapie? Eh bien, oui, complètement. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, je ne crois pas qu'il y ait de monothérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'hypnose, comme c'était le cas il y a 20, 30 ou 40 ans. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui fassent uniquement de l'homéopathie ou assez peu aujourd'hui. Ils vont faire l'homéopathie plus les fleurs de Bach, par exemple, où quelqu'un va faire de l'hypnose, plus de la PNL, un peu de transgénérationnel, quelqu'un va faire les constellations familiales, plus autre chose. Donc, c'est tout à fait compatible. Pourquoi? Parce que chaque approche va voir le problème sous un angle. Hein, si on parle d'hypnose ericksonienne, eh bien, on est dans le langage de l'inconscient, on est dans le monde métaphorique, orienté vers la solution. Et donc, on va accéder à tout un champ d'inconscience, mais pas à tout le champ d'inconscience. Et puis, il y a certains patients qui sont hypno-résistants, qui sont dans un contrôle obligatoire.
alors d'autres thérapies vont aider ces gens-là, comme les constellations familiales, par exemple. Donc c'est pour ça, quand j'ai créé le décodage biologique, en 93, je l'ai créé à partir de 3 approches thérapeutiques. Donc, Hammer, dont j'ai parlé, Milton Erickson et Marc Fréchet. Marc Fréchet avec le transgénérationnel, avec les cycles biologiques, Hammer avec les codes biologiques et Erickson avec ce langage thérapeutique d'hypnose orienté vers les solutions. Ce qui fait que si ça ne marche pas avec un élément, eh bien, je passe par l'autre, et si ça ne marche pas, je passe par le troisième. Donc là, il va y avoir une couverture du patient, de l'inconscient, suffisante. Maintenant, il faut être vigilant parce que une approche thérapeutique a sa propre logique interne. Là, je parle de la logique du décodage qui n'est pas la logique de la médecine chinoise. Dans la médecine chinoise, eh bien, on va parler des poumons comme de la tristesse, par exemple, alors que nous parlons de la peur de la mort. On va parler du rein en médecine chinoise comme l'énergie des ancêtres, alors que nous, on parlera eh bien, de conflits d'écroulement, de perte de repères. Donc, à un moment donné, c'est complémentaire, mais à un moment donné, eh bien, il va falloir rentrer dans une logique et y aller à fond, ou dans une autre logique. Puisque la médecine chinoise, dans mon exemple, quand elle parle des poumons, elle ne parle pas des poumons, elle parle de l'énergie poumon. La médecine chinoise est absolument fabuleuse et géniale à l'intérieur de sa logique. Donc, ce n'est pas du poumon que parle la médecine chinoise, mais de l'énergie du poumon, alors que nous, on va parler de la cellule du poumon. Donc, il y a une compatibilité jusqu'à un certain point. Il y a même un enrichissement mutuel, une fertilisation croisée jusqu'à un certain point. Et après, c'est chaque thérapeute qui finalement découvre son style, c'est-à-dire comme un chanteur, un musicien, un artiste, en tous les cas. Eh bien, au début, il se reconnaît du surréalisme ou du romantisme ou d'autres choses. Mais après, eh bien, il ne se reconnaît plus de personne, il a sa propre patte, en quelque sorte, même si il est au confluent d'approches anciennes. Donc, c'est une très, très bonne question. Alors, je vais voir les autres questions. Alors, comment peut-on trouver chaque décodage? Donc, il y a un livre que j'ai écrit. J'ai écrit 24 livres et il y en a un donc qui est orienté spécialement vers les codes biologiques. C'est une encyclopédie. Donc, vous cherchez fibromyalgie et vous trouvez les 5 conflits de la fibromyalgie. Vous allez sur le côlon. Le côlon, c'est les saloperies. Donc là, il y a les codes biologiques et il y a les sous-codes. Là, je vois la question sur le côlon que quelqu'un pose. Et donc, bien, ça dépend si on est sur le côlon ascendant, c'est une saloperie en lien avec les ascendants, comme un patient qui avait un cancer du sécom, côlon ascendant, et son père est paysan, et il lui dit, tu vas être paysan comme moi. Il lui dit, non, non, tu es gentil, papa, mais moi, la terre, non, tu vois, les légumes, tout ça, non, moi, je vais en ville, je vais aller à la ville, travailler. Et le père dit, mais ton grand-père était paysan, ton arrière-grand-père. Et lui dit non, j'ai pas envie. Et son père le chasse. Le jour même, il dit, tu t'en vas. Et donc, il a fait un cancer du conflit ascendant. Il me dit, mais c'est dégueulasse de chasser son fils. J'ai le droit d'avoir d'autres choix. C'est vraiment pourri, c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait. Ça, il n'avait pas le droit de faire ça. Une autre personne qui fait un cancer du côlon transverse, donc, c'est les frères, les sœurs, le mari, la femme, ceux qui sont à notre niveau dans la hiérarchie transgénérationnelle, les cousins. Et cette femme qui fait un cancer du côlon transverse, eh bien, son frère la viole quand elle a une dizaine d'années. Son grand frère va lui faire subir une sexualité. Et donc, ça aussi, elle vit comme quelque chose de pourri, de dégueulasse, d'humiliant. Et le côlon descendant, j'en ai parlé précédemment. Maintenant, parfois c'est une tumeur bénigne, parfois c'est une tumeur maligne, et donc on va chercher quel est le code biologique maintenant du cancer ou des maladies cancéreuses. Eh bien, les médecins présents ici savent très bien que le cancer, eh bien, c'est une cellule qui ne connaît plus la mort cellulaire programmée.
étonnamment, eh bien, l'apoptose a disparu. On sait que toutes les cellules normales de notre corps, eh bien, quand elles sont fragilisées, quand elles sont abîmées, usées, ou simplement quand elles sont vieilles, eh bien, ces cellules se suicident. Hein. Elles se sabordent elles-mêmes, elles disparaissent, elles meurent. Hein. Mort cellulaire programmée par destruction générée par la cellule elle-même, comme un suicide, pourrait-on dire. Eh bien, c'est pas vrai dans le cancer. Le cancer, eh bien, c'est ça qui pose problème, entre guillemets, puisque la cellule, eh bien, elle n'a plus cette mort cellulaire programmée, donc elle grandit, elle grandit, elle grandit, et jusqu'à fabriquer ses propres petites veines, ses propres artères, son système de communication, de protection, etc. Et donc, c'est ce que disait le professeur Israël, il disait, c'est une puissance de vie, hein, puisqu'il faisait un lien entre les cellules cancéreuses causées par le gène REX-A et puis les bactéries également, eh bien, qui survivent dans le temps, qui sont éternelles, les bactéries, grâce à l'oncogène, hein, c'est le même gène qui permet aux bactéries de survivre et que le gène qui va permettre à la cellule de devenir cancéreuse. Donc, d'une manière paradoxale, eh bien, je vais chercher chez quelqu'un qui a un cancer du côlon ou du sein ou d'ailleurs, eh bien, quelle est la chose que je voudrais éternelle, hein. Par exemple, gérer tous les emmerdements, les merdes, tous les trucs pourris, dégueulasses. Eh bien, je veux tout le temps. C'est tellement présent cela que je veux le gérer éternellement. Ou bien, c'est mon enfant qui va mal, qui est en danger. Moi, je veux être une maman éternelle. Je veux pas qu'il s'en aille de la maison. Donc, c'est les codes supplémentaires qu'il y a dans la maladie si c'est un cancer. Donc, on voit que le code des maladies est très spécifique, très précis. Si c'est un cancer, c'est certains codes. Si c'est auto-immune, c'est d'autres codes. Alors, donc, code biologique du psoriasis, donc encore un symptôme. Donc, le psoriasis, ça touche l'épiderme. Et avec comment dire, une hyperactivité d'épiderme, hein, avec beaucoup d'exfoliation, hein, les cellules meurent et se renouvellent beaucoup. Et donc, c'est un gros conflit de séparation avec l'extérieur. Non seulement je suis séparé de l'extérieur, puisqu'on est dans la peau, l'épiderme, mais en plus, je suis agressé par l'extérieur. Donc, je me protège. Hein, c'est un double ressenti. L'épiderme, la peau, elle est blanche, il y a une espèce de croûte, elle est plus épaisse, blanche, rouge. Je me protège de l'extérieur et à la fois je suis séparé de quelque chose à l'extérieur. Et qu'est-ce que j'ai rencontré très souvent dans le psoriasis? C'est que je me sépare de moi. Je suis séparé de moi. Et pourquoi je me sépare de moi? Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'éloigne de moi pour ne pas être agressé? Je pense à un patient, hein, qui était acteur de théâtre par ailleurs, et qui travaille bien à l'école, et puis sa mère tombe malade, donc il a des mauvaises notes, et on va le changer d'école. Et il va redoubler, et à ce moment-là, eh bien, il tombe dans une école violente, très dure. Et là, lui qui était très gentil avec sa maman, mais maman n'est plus là, elle est à l'hôpital pour une grande durée, lui qui était très gentil comme un agneau, il se fait taper, il se fait voler, il se fait torturer dans cette école très très dure. Et donc lui doit devenir méchant. C'est-à-dire il doit se séparer de lui, hein, je dois me séparer de moi-même pour survivre, pour ne pas être agressé. Donc je me protège du contact, hein, pour ne pas être agressé par l'autre. Donc psoriasis, double conflit. Hein. Alors François, qu'est-ce qui est à la base d'une thérapie? Je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce qui est à la base de la thérapie? Si tu peux le reformuler dans un autre message. Est-ce que développer un cancer est un appel ultime du corps pour être écouté? Non. Non, ce n'est pas un appel ultime. Le corps ne le vit pas comme ça. Comme je viens d'en parler brièvement, le corps, donc, selon la modalité du ressenti, il va donner un symptôme ou un autre. Mais ce n'est pas un appel ultime. Cette urgence à être entendu, elle existe même si quelqu'un a une verrue, même si quelqu'un éternue, a les yeux qui coulent ou autre chose.
hein, il a besoin d'être entendu sur l'événement qui a été conflictuel. Et que ce soit un cancer, c'est la même chose. Alors, d'autres questions? Alors, le code biologique des maladies fétales, malformations fétales. Donc, je vais donner quelques exemples. Évidemment, là aussi, il y a des codes biologiques. Pourquoi un enfant a tel symptôme et non pas tel autre. Donc, l'histoire donc d'un couple qui doit se marier. Et lui, il est menuisier et il a un accident de travail. Et il revient un jour du travail, la scie circulaire lui a tranché la main. Et sa fiancée l'aime beaucoup, mais elle dit, mais écoute, là, on doit se marier, mais là, je ne peux plus, quoi. Je peux pas. Je peux pas envisager de passer toute ma vie avec un handicapé. Vraiment, c'est dur, c'est douloureux, mais je te quitte, quoi. Et ils pleurent tous les deux, elle autant que lui d'ailleurs, parce que elle aimerait sincèrement, mais c'est inenvisageable. Donc ils se séparent et elle rencontre un autre homme des années plus tard, elle est ensuite enceinte, et puis arrive au monde un enfant. Elle accouche de cet enfant et qui, à la naissance, eh bien, n'avait pas de main, n'avait pas de main, comme son premier fiancé lui-même n'avait pas de main. Donc on peut se poser des questions, on voit la violence quand même de l'inconscient, du programme qui est là, où, eh bien voilà, elle va passer sa vie avec un handicapé. Hein, une partie d'elle ne le voulait pas, mais une autre partie ne fait jamais le deuil. Et c'est ça, en réalité, qui se joue derrière. Une partie d'elle n'a jamais fait le deuil de cette première relation. Donc, elle va, à travers cet enfant, être avec son premier amour. Un autre exemple, eh bien, extrême là aussi, d'une mère qui est colonel et qui a 8 garçons, je crois, 8 enfants. Et dès qu'ils se réveillent le matin, eh bien, très tôt d'ailleurs, à 6 heures du matin, ils doivent faire leur lit au carré, prendre la douche, le garde à vous, faire le tour du jardin au pas de course, etc. Et c'est comme ça à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout est sous contrôle. Et donc, elle dit, ça ne sert à rien de penser, de réfléchir. Eh bien, l'enfant qu'elle a après, hein, le dernier, eh bien, n'a pas de cerveau. Hein, il a le cerveau neurovégétatif, mais il n'a pas le cerveau conscient. Donc, c'est une espèce je dirais pas de soldat, mais en tout cas de robot, voilà, il a de légumes, comme on dit, d'une manière très, très méchante, peut-être très vulgaire. En tout cas, il est complètement sans volonté. Hein, c'est le programme eh bien, que les autres ont pu percevoir. Donc, quel autre exemple je peux avoir d'une mère fusionnelle, ça aussi, c'est un exemple assez extrême, d'une mère qui était très fusionnelle avec son bébé intra-utéro, et elle aurait voulu le garder là, le protéger de l'extérieur pour elle. Dans sa psychologie, dans sa psychobiologie, je dirais même, eh bien, le monde extérieur est dangereux. Le monde extérieur est violent. Et quel est l'appareil primordial, fondamental, qui nous parle du monde extérieur? C'est l'appareil digestif. Hein. Qu'est-ce que c'est que notre corps? C'est la transformation eh bien, des arbres, des animaux, de la terre, du soleil, etc., en nourriture. Et cette nourriture, eh bien, elle devient nous-mêmes. On pèse 3 kilos à la naissance, on pèse 70 kilos de nombreuses années après, eh bien, les 67 kilos, eh bien, c'est que de la nourriture qui s'est transformée en soi-même. Donc, on a mangé le monde extérieur, sauf qu'elle, elle a une très, très mauvaise relation au monde extérieur. Elle dit, je ne veux que ce soit que moi qui nourrisse cet enfant. Le monde est dangereux et moi, je suis quelqu'un de bien. Et l'enfant va naître avec une atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire il n'a pas d'œsophage. Il y a la bouche, et puis il n'y a plus rien. Et puis, il y a l'estomac, ensuite, il n'a pas d'œsophage. Un autre exemple d'une mère qui a été violée dans sa jeunesse, et puis ensuite elle se marie, elle a un enfant, elle aura une fille bien qui n'aura pas de perméabilité du vagin. Hein, ce qui fait qu'il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, et ça s'arrête là.
Hein, il y a comme une muqueuse, une peau, mais il n'y a pas de cavité. Et puis après, plus loin, il y a l'utérus. Donc, il n'y aura bien sûr pas de viol, solution parfaite pour le conflit de la mère dans ces exemples-là. Alors, voilà, donc beaucoup de maladies. Je ne pourrais pas toutes les décrire. Hein. Alors, d'autres questions plus générales. Peut-on guérir une hernie hiatale? Alors, je vais être très clair. On ne guérit pas une hernie, qu'elle soit hiatale, inguinale, discale ou autre. On guérit un homme, on guérit une femme, on guérit un patient. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, vous pouvez... euh, alors, c'est toi, Rabi, qui a la main maintenant pour supprimer les micros. Là, j'ai plus la main. Oui. Donc, Trop bien. MHB, voilà. Donc, soit tu le fais toi-même, et pourquoi pas, soit tu me donnes la main pour supprimer les, les parasites. Donc, donc on ne guérit pas une hernie. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on guérit un malade, une malade, un homme, une femme qui viennent là. Donc, il y a des gens qui ont des hernies et qui guérissent, d'autres qui ont des hernies et qui ne guérissent pas. Il y a des gens qui ont des cancers et qui guérissent, et d'autres qui ne guérissent pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas moi qui vais guérir, c'est pas toi qui va guérir, c'est le corps qui va guérir. Hein. Donc, si je me brûle, c'est pas le docteur, aussi talentueux qu'il soit, qui va guérir ma brûlure, c'est mon corps qui va guérir par des phénomènes de réparation. Hein, c'est comme ça. OK? Donc, qu'est-ce que le thérapeute? Eh bien, c'est quelqu'un qui est capable de créer une relation avec l'inconscient du patient, c'est-à-dire là où se trouve l'origine du problème, là où se trouve l'utilité du problème, puisque, vous l'avez compris, pour l'inconscient, le symptôme est utile. Sauf que pour l'inconscient, le corps n'existe pas. Donc, alors, est-ce que tu peux me donner la main, Rabi, puisque là, il y a Galaxy A10S qui est le micro ouvert. Ou bien tu fermes les micros. Donc, donc le thérapeute, donc, il a les codes biologiques pour permettre au patient, lui, de guérir, pour permettre au corps du patient de guérir, puisque la maladie, pour l'inconscient, c'est une solution. La maladie, pour l'inconscient, c'est une solution. OK? Donc, on va aller voir cet inconscient. On va aller voir la solution à quoi? À quel drame, à quel instant, à quelle saloperie, si on parle du côlon, à quelle séparation, si on parle d'eczéma ou de psoriasis, à quelle dévalorisation, si on parle du squelette. Donc, on va aller chercher ça. C'est la réparation de quoi? Et on va donner une autre solution autre que la maladie. Et à ce moment-là, comme il y a une autre solution, comme le lâchage émotionnel, comme le changement de perception, le changement de croyance, donc une solution interne, et non pas extérieure. C'est pas l'autre qui doit changer. C'est pas le monde extérieur qui doit changer. C'est notre intériorité, notre histoire, notre perception qui doit changer. On doit reprendre le contrôle de notre vie, de notre corps, de nos émotions, hein, de notre biologie. Ok? Donc, pour ne plus être victime de l'extérieur. Ok? Hein, donc, bien sûr, on peut guérir des hernies hiatales. Je crois qu'il n'y a pas une seule maladie dont l'être humain ait pu guérir à un moment donné, que ce soit des gens qui étaient séropositifs au sida et qui sont devenus séronégatifs, des gens qui avaient de l'autisme et puis après qui n'en ont plus, qui ont écrit des livres, ça existe. Des gens qui voilà, avaient 3 cancers comme comment il s'appelle, Guy Corneau, et qui a guéri de ces 3 cancers, qui a écrit des livres après. Donc, voilà, toutes les maladies sont guérissables. Maintenant, est-ce que ce patient, eh bien, il a des bénéfices secondaires à garder la maladie? Est-ce qu'il se donne de la valeur? Est-ce que, etc. Donc, c'est ça le champ de la thérapie. OK?
Alors, comme je dis, je vous donne quelques exemples de maladies, mais je ne peux pas donner évidemment tous les décodages des maladies, ça nous amènerait très loin. Alors, excellente question également de Rajae, j'espère que je prononce bien, et comment on évite que ça devienne un problème. Donc, ça, c'est vraiment le chapitre de la prévention qui a été le sujet de mon avant-dernier livre sur la prévention, un cri et murmure du corps aux éditions du Souffle d'Or. Donc, c'est un livre que je... Alors, donc, cri et murmure du corps, c'est sur la prévention des maladies. Donc, qui est également important dans la formation, puisque, comme je le dis, nettoyer, c'est bien, mais ne pas se salir, c'est mieux. Guérir, c'est bien, mais ne pas tomber malade, c'est mieux. Donc là, c'est un sujet qui me passionne, puisqu'il s'agit, d'une certaine façon, d'une rééducation, ou même voire d'une éducation. Je vais donner un élément il y a un instant en vous parlant de la vulnérabilité. Okay, donc, on est dans une société pour qui avoir des émotions, eh bien, c'est être faible. Dans la prévention, au contraire, il va s'agir de revaloriser, de réhabiliter les émotions. C'est tellement vrai que l'homme s'est tellement appauvri de ses émotions, ou de l'accès à ses émotions, eh bien, il va y accéder par les films, par la musique, par l'art, par le sport aussi. Donc, l'être humain est tellement loin de ses propres émotions, hein, eh bien, tellement étranger à lui-même, puisque nos émotions, eh bien, parlent de nous beaucoup plus que nos pensées. Donc, premièrement, la prévention, c'est réhabiliter nos émotions, ne pas avoir peur de ressentir quelque chose. Car quand on refoule cette émotion, donc, lorsque on a une mauvaise relation avec ses émotions, elles restent là. Elles restent là. C'est pas parce qu'on les nie qu'on les guérit, qu'on les traite ou qu'on les gère. Pas du tout. Quand on les nie, eh bien, elles prennent plus de force, plus de pouvoir, plus de puissance destructeur à l'intérieur de nous. Car l'émotion, c'est de l'énergie. L'émotion, c'est l'énergie. C'est ce qui va faire traverser un pays, quelqu'un, un homme pour retrouver sa fiancée, etc. Donc l'émotion, c'est un moteur. C'est ce qui nous fait choisir un métier, une maison, une relation, etc. C'est le moteur de notre vie, l'émotion. Donc c'est d'une puissance vraiment phénoménale. Donc il s'agit de retrouver notre pouvoir en se réconciliant avec les émotions. Donc, déjà, d'entendre cela est un premier point. Un deuxième point, eh bien, c'est d'ouvrir notre conscience quand on ressent quelque chose, tellement on est loin de nous-mêmes. Et de distinguer ce qui est une émotion primaire d'une émotion secondaire, même si ce sujet est plus développé dans la formation, il est important de l'entendre ce soir, qu'il y a des ressentis secondaires qui sont des ressentis sociaux. Et le ressenti primaire, c'est ce que je ressens vraiment. Par exemple, un homme est triste, un homme est bouleversé, parce que, par exemple, il a vu quelque chose à la télévision qui l'a bouleversé, parce qu'il est licencié, par exemple, parce que sa sœur s'est fâchée avec lui, il est bouleversé, il est triste, et il rentre à la maison et il dit à sa femme, « Je suis en colère. Je suis en colère. » Donc, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est triste. Ça, c'est l'émotion profonde. Mais il ne s'autorise pas à y accéder, à le ressentir. Alors, il fait croire à tout le monde qu'il est fâché, qu'il est en colère. Parce que ça, eh bien, dans certaines cultures, eh bien, c'est valorisant, c'est accepté qu'un homme soit en colère. Donc, dans cette prévention, c'est d'aller dans l'émotion primaire, réelle, biologique, honnête, d'être finalement
honnête avec soi-même. C'est une façon aussi de parler de la prévention, d'être honnête, d'être sincère avec soi-même. La maladie va nous obliger à être sincère avec nous, va nous obliger à aller dans la relation avec ce qui est vrai à l'intérieur. La thérapie, pour moi, est un espace sacré. La thérapie, pour moi, est un temps sacré. Un temps sacré, c'est un temps de vérité, un temps où il n'y a pas de place au mensonge. Il y a uniquement l'authenticité qui peut être invitée à cet endroit. Et donc, la prévention, eh bien, c'est prendre ce chemin d'authenticité avec soi-même, déjà, de sincérité au moins avec soi-même. On ment aux autres, parfois on ne peut pas faire autrement, on le croit en tous les cas, mais voilà, qu'est-ce que je ressens? Je suis triste. Ok, c'est où dans le corps? C'est quelle sensation? Et donc, ça déjà, c'est une grande prévention. Ok, l'étape suivante, eh bien, il ne s'agit pas de pleurer et de s'exprimer vis-à-vis de tout le monde. Une seule personne suffit. Et quand on va vraiment dans le ressenti, ne serait-ce que dans le ressenti primaire, biologique, au fond, quand on accepte d'y aller, ça ne dure pas des heures. Ça dure 5 minutes, on pleure, on crie, on hurle, on se roule par terre. Et c'est fini. Ça fait 30 ans que j'accompagne à cela, à travers des séminaires de thérapie de groupe, par exemple. Eh bien, il y a un avant, il y a un après, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Et on a tellement peur d'aller dans ce tsunami émotionnel, eh bien qu'on est bien avec cet bouleversement secret qui nous rend malade. Alors que si on y va, là, on y est pour de bon, on pleure et c'est fini. C'est dehors. Et tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Hein, tout ce qui est exprimé n'est plus imprimé, tout simplement. Tout simplement. Donc, prévention, bien réhabiliter les émotions, se réconcilier avec cette bienheureuse vulnérabilité, distinguer ressenti primaire et secondaire, qu'est-ce que je ressens véritablement? Okay, et puis trouver une personne, pas deux, pas trois, hein, un copain, une copine, pas forcément un thérapeute, hein, mais à ce stade-là, on n'a pas besoin d'un thérapeute, mais vraiment quelqu'un qui a deux oreilles avec un cœur au milieu des deux oreilles, et puis qui sait écouter sans donner de conseils, qui sait écouter sans juger, hein, qui sait écouter sans parler de lui, qui sait écouter dans le silence, dans la présence. Et là, eh bien, la bombe est désamorcée. Il n'y aura pas de futur à cette émotion, il n'y aura pas de maladie à cette émotion, jamais. La bombe est désamorcée. C'est terminé. Une autre geste comment dire, à pratiquer, une autre observation, eh bien, c'est ce qu'on décrit dans ce livre, Cris et murmures du corps, qui est une trouvaille de Gérard Saxic, qui est d'être à l'écoute des prodromes. Entre le drame, entre le biochoc et l'apparition de la maladie, il y a ce que les médecins connaissent depuis toujours et qui n'est pas, à mon avis, suffisamment exploité. On appelle ça les prodromes. Un prodrome, eh bien, c'est un signe avant-coureur, c'est un dérèglement qui n'est pas une maladie, qui n'est pas un symptôme, qui est quelque chose d'inhabituel. Avant qu'arrive l'infarctus, on perd du poids. Ce n'est pas une maladie de perdre du poids. On dort moins bien. Ce n'est pas une maladie. On est un petit peu nerveux. Avant un cancer, il y a des prodromes selon la localisation du cancer. Avant un eczéma, avant une crise d'épilepsie, il y a un aura, il y a quelque chose, un signe avant-coureur. Et dans la prévention, il s'agit d'être attentif. Attentif à tous ces petits changements d'humeur, changements de façon de s'alimenter, changements dans le sommeil, des changements dans la digestion. Et qui nous disent, tiens, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Reviens à toi-même, reviens au jour précédent. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment une habitude. Hein,
ma femme, il y a quelques jours, elle me disait, tiens, j'ai pas dormi cette nuit, tiens, c'est ce que j'ai mangé. Je dis, non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai, j'ai téléphoné à ma fille, et puis ceci, et puis cela. Et c'est le prodrome qui a permis de pleurer 5 minutes, d'être dans ce moment de vérité, et puis son futur, hein, le corps est libre de ça. C'est à l'extérieur, c'est plus à l'intérieur. Et c'est ça qui est vraiment important. Et donc, on va faire une expérience maintenant, et vous allez répondre dans vos chats à la question suivante. Je vais vous parler d'une histoire vraie, c'est une patiente. Une patiente que j'ai vue en consultation il y a longtemps maintenant, peut-être 15 ans. Et cette femme, elle était très, très mal dans sa peau, elle avait vraiment des réels problèmes. Et puis, on découvre à travers certaines techniques, eh bien, quelque chose qu'elle a vécu à l'école enfant. Elle s'amuse à la cour de récréation avec ses amis, et puis la cloche retentit, donc elle doit revenir à l'école, à la classe, et puis elle n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. Alors elle est aussitôt dans la classe, elle dit à la maîtresse, maîtresse, est-ce que je peux aller faire pipi? Et la maîtresse dit, non, tu devais y aller pendant la récréation, tais-toi. Et elle donne le cours. Mais la petite fille a vraiment envie de pisser, donc au bout de 5 minutes, 10 minutes, elle perturbe à nouveau le cours, elle insiste. Et la maîtresse, eh bien, elle s'énerve. Elle dit non, non, mais n'insiste pas, ça suffit comme ça. Et la petite, elle insiste encore un quart d'heure plus tard, et la maîtresse la gronde, et l'enfant s'urine sur elle-même. Et la maîtresse est courroucée, elle se sent, elle a l'impression que Claude se moque d'elle, elle lui dit viens ici. Et l'enfant va vers la maîtresse et dit retire ta culotte. L'enfant n'a pas le choix. Elle retire sa culotte face à la classe. Et la maîtresse lui dit maintenant tu mets ta culotte sur la tête. L'enfant le fait. Et la maîtresse dit tu vas dans le coin et tu restes toute la journée dans le coin sans bouger, je ne veux pas t'entendre. Et l'enfant le fera. Je voudrais que vous me disiez dans le chat, eh bien, qu'est-ce que cet enfant a ressenti? Humiliation, honte, injustice, haine, rejet, mépris, tristesse, colère, honte, incomprise, pas entendu, trahison. Donc, c'est intéressant. Obligation, impuissance. Donc, on entend des réponses différentes, qui correspondent d'ailleurs à des organes. Hein. Incompris, on ne m'a pas écouté avec la gencive, la honte avec le derme du visage, impuissance avec les muscles, colère avec les voies biliaires, incomprise, ça peut être le cerveau aussi, dévalorisation avec le squelette. Donc, on voit plusieurs réponses. Deuxième question, eh bien, vous qui venez de répondre, de qui me parlez-vous? De qui êtes-vous en train de me parler à travers vos réponses de peur, d'exclusion? Pourquoi? Eh bien, toi, tu as écrit peur. Pourquoi, toi, tu as écrit exclusion? Pourquoi, toi, tu as écrit humiliation? De qui tu nous parles? Eh bien, personne ne parle de cet enfant. Personne. D'ailleurs, existe-t-elle? Je vous dis que oui, mais est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous êtes obligé de me croire? Eh bien, personne ne parle d'elle. Tous ceux qui m'ont répondu ne parlent uniquement de vous-même. Pas de cet enfant, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle a ressenti. Donc, vous parlez de votre histoire. À aucun moment, vous ne parlez d'elle, vous ne la connaissez pas. Même si vous la connaissiez, vous lui prêtez vos sentiments et vos sentiments, ils sont à l'intérieur de vous. Donc, vous parlez à 100% de vous-même. Et on va continuer cette expérience. Et pour faire cette expérience, eh bien, fermez les yeux. Fermez les yeux là où vous êtes. Et puis, non, ce n'est pas les neurones miroirs. Les neurones miroirs, on est face à la personne. Là, vous n'êtes pas face à cette personne. Vous parlez que de vous. Donc,
Maintenant, vous fermez les yeux, revenez à ce que vous venez d'écrire, revenez à ce que vous venez de ressentir. La honte, l'humiliation, l'impuissance. Où est-ce qu'elle est cette émotion? Où est-ce qu'elle est cette sensation? Est-ce qu'elle est dans la table? Est-ce qu'elle est dans l'ordinateur? Est-ce qu'elle est dans l'air à côté de toi, cette sensation? Non, elle est dans ton corps là en ce moment. L'humiliation, tu la sens quelque part dans ton corps. L'impuissance, elle est dans ton corps. La colère, elle est dans ton corps. OK? Dans le ventre, par exemple, dans le cœur, dans le... Maintenant, reste à l'intérieur de cette sensation dans ton corps. Précisément, que ce soit le cœur, le ventre ou ailleurs. Et continue à ressentir ce que tu ressens. Et quand tu ressens cela, réponds-moi avec honnêteté. Tu as l'impression d'avoir quel âge? Tu as l'impression quand tu es en train de ressentir cela. De manière très précise, quel âge tu as? 6 ans, 8 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, 3 ans, 8 ans, 9 ans. Vous voyez, tu le sais quelque part. Vous voyez, les réponses, elles sont rapides pour la plupart d'entre vous, hein, qui rentrent dans le jeu. L'âge de la petite fille, vous ne savez pas quel est l'âge de la petite fille, c'est le mental qui dit ça. Hein. Maintenant, si tu n'es pas dans ton mental, mais que tu es dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta sensation, là, tu as la réponse. Là, tu as la réponse en passant par le corps et non pas par le mental. Et la réponse, elle est là. Donc, je raconte une histoire et je raconte ton histoire. Certes, tu n'as pas uriné à l'école, tu n'as pas mis ta culotte de pipi sur la tête, mais pourtant, cette histoire te rappelle une autre histoire. Quand tu avais 6 ans, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 11 ans, cette histoire te parle de ton émotion, te parle de toi. Vous voyez comment c'est rapide. Et dans cette histoire-là que tu as, eh bien, de quoi tu avais besoin, au fond? De quoi, au plus profond de ton cœur et de ton être, tu avais besoin et que personne n'a été capable de l'entendre et de le savoir, au plus profond de ton être. Qu'est-ce qu'il te fallait? Toi, tu le sais. Personne d'autre ne le savait, mais toi, tu le sais. En parler, très bien. Un câlin, bien sûr. Arrêter le temps. Réconfort, justice, bienveillance. Exister aux yeux des autres. Me comprendre moi-même. La protection. Me croire. Un soutien inconditionnel. Et là, on est dans l'émotion. Là, on est dans ta fragilité. Là, on est dans ta vulnérabilité. Là, on est dans ta vérité. Là, on est dans ta vérité. Tu vois? Là, je suis témoin de cela en ce moment. Quand tu parles d'amour, d'être comprise, de confiance, d'écoute, tu n'es pas dans le mensonge, tu n'es pas dans la tête, tu es vraiment toi-même. Et quelques minutes, et on n'est même pas dans la même pièce, je ne vois même pas ton visage. Et pourtant, on est ensemble. On est ensemble parce qu'on est dans cette vérité, dans cette vulnérabilité, dans cette force-là. Alors, continuons et on va aller jusqu'au bout. Et ce que tu viens d'écrire, être comprise, de l'écoute, de la confiance, de la protection, et ça, c'est vrai. Ce que tu as écrit, c'est vrai. Tu en avais besoin à 8 ans, tu en avais besoin à 5 ans, et tu ne l'as pas eu. Et c'est pour ça que c'est encore là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est là, tout de suite. Et que c'est tout de suite conscient, c'est tout de suite présent. Tu le sais, tu le sens. Ton cœur, ton corps le sait. Eh bien, trouve cela dans ta vie. Trouve un moment où tu t'es vraiment senti compris, protégé, où quelqu'un t'a vraiment écouté et à qui tu as pu faire confiance. Trouve vraiment un moment magnifique de ressources, de joie, d'amour inconditionnel. Ou peut-être même un moment où toi, tu as protégé l'autre, où tu as écouté l'autre. Et si c'est le cas, eh bien, tu peux maintenant t'écouter toi-même à distance. Cette petite fille de 5 ans, ce petit garçon de 8 ans, qui est toi-même, qui se sent incompris, qui se sent humilié, tu peux aussi, toi, si tu le souhaites, si c'est juste pour toi, le prendre dans tes bras
Tes bras qui ne sont rien d'autre que le prolongement de ton cœur, de ton âme, de ton être profond. Et tu peux le câliner, tu peux le protéger, tu peux l'écouter, tu peux lui parler. C'est ça qu'il attend, qu'elle attend. Et tu peux le faire là, maintenant. Et prends tout ton temps. Nous sommes l'ami du temps, alors prends tout ton temps. Voilà, tu peux t'autoriser à pleurer. Votre histoire, ce qui est là, c'est la vérité. C'est ta vérité. Quoi qu'il se passe, vis-le. C'est pour toi, cet instant, il est fait pour toi. Oui, cela est vrai maintenant, mais cela va être vrai aussi dans une heure. Cela va être vrai aussi demain. Cela va être vrai dans une semaine, d'être à l'écoute de toi, d'être sincère avec toi. Et cela va être vrai aussi pour les gens que tu aimes autour de toi, pour les gens qui sont importants autour de toi. Et peut-être tu vas être capable aussi de les écouter tels que tu es en train de t'écouter toi-même, de les aimer tels que tu es en train de t'aimer, ou d'être capable d'entendre leurs besoins, d'être sensible à leurs besoins, pour créer une nouvelle société en quelque sorte. Une société autour de toi, autour de nous, qui va nous faire grandir tous en même temps. Comme l'histoire de cet éléphant qui était dans un cirque. Et un enfant vient voir cet éléphant dans le cirque. Un très très gros éléphant, très fort, très costaud. Et l'enfant remarque eh bien que l'éléphant il est attaché à un piquet dans le sol avec une petite corde. Et l'enfant dit mais c'est étrange. Il suffirait que cet éléphant soulève la patte et il serait libre. Pourquoi il n'essaye pas? Alors, il interroge un adulte parce qu'il a la croyance que les adultes, ils ont réponse à tout, que les adultes écoutent, que les adultes sont sensibles. Alors, le premier adulte, il dit non, c'est parce qu'il est bien ici, c'est pour ça. L'enfant, il sait que c'est pas vrai. Il voit bien que cet éléphant, eh bien, il est en prison, il est triste. Et un autre adulte lui dit, oh, bah, c'est parce qu'il ne sait pas où aller. Et l'enfant, il dit, bah non, on trouve toujours des amis sur le bord du chemin. Un autre adulte lui dit, bah, là, il a l'habitude d'être là. Et on lui donne tout un tas de sornettes et l'enfant n'est pas satisfait. Il ne comprend pas pourquoi cet éléphant est là, sans bouger. Alors qu'un geste suffirait pour qu'il soit libre. Et il ne se lasse pas, il continue, il se dit, il y aura bien un adulte qui va me donner la réponse. J'ai tellement besoin de comprendre et de savoir. Et finalement, un adulte l'écoute jusqu'au bout, vraiment, sans parler, en se taisant. Et l'enfant se dit, tiens, cet homme m'écoute vraiment. Et cet homme ensuite s'assoit près de l'enfant. Et l'enfant est intrigué, il se dit, tiens, c'est le premier qui vient à ma taille, à ma grandeur. Et cet adulte, il pose une question à l'enfant, il lui dit, à ton avis, est-ce que ce gros éléphant que nous voyons tous les deux, est-ce que tu crois qu'il a toujours été ainsi, grand, gros, fort, et un adulte? Et l'enfant est encore plus intéressé, voilà,
Un adulte qui n'assène pas sa vérité avec une réponse, avec une affirmation, mais qui au contraire pose une question à moi, enfant, qui m'implique dans la réponse, qui me fait participer à la réponse, au lieu de me l'imposer de l'extérieur. L'enfant se dit, lui vraiment, il va me donner la bonne réponse. Effectivement, l'enfant dit à cet adulte, il dit oui, ce téléphone, il n'a pas été adulte, il a été comme moi tout d'abord, il était un tout petit éléphanteau. Mais l'enfant n'avait pas pensé jusqu'alors à ça, qu'il n'est venu au monde grand et fort. Et l'adulte lui dit alors, imagine comment c'était quand il était enfant, avec cette corde, avec ce piquet. Et l'enfant comprend en un éclair. Il comprend toute l'histoire. Certes, pour l'adulte, c'est une petite cordelette et un petit piquet, mais pour l'enfant, c'est un cordage, c'est un pieu dans la terre. Et l'homme de continuer la description. Tu vois, quand il est arrivé, il était enfant, on l'a attaché, on l'a obligé, on l'a humilié, dévalorisé, on lui a imposé tout ça. Il s'est révolté, il a crié, hurlé, il a tiré sur la corde, mais il était petit, tu sais, à l'époque. Alors, il n'y est pas arrivé. Alors, il s'est un petit peu découragé, et puis le lendemain, il a encore essayé. Et puis, il s'est à nouveau découragé, et chaque jour, il continuait, mais de moins en moins longtemps, de moins en moins souvent. Et puis un jour, il n'a plus essayé, il a abdiqué. Un jour, il s'est dit qu'il n'y arriverait jamais, 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 que c'était impossible et que c'était comme ça, c'était la fatalité, fallait l'accepter, c'est comme ça la vie. Et puis, depuis, il n'a plus jamais essayé. Il n'a pas réalisé que aujourd'hui, il est grand, il est fort, il est puissant, qu'il a du talent, qu'il a des ressources. Il ne le sait pas, puisqu'il n'a plus essayé. Et personne ne lui a dit. Alors il ne se voit pas tel qu'il est. Et c'est ça la leçon pour nous de cet éléphant. Oui, tu avais 5 ans, 8 ans, tu étais à l'école, tu étais soumise, obligée, imposée, dépréciée, mise de côté, tu n'avais pas d'autre choix. À ce moment-là, tu ne pouvais pas faire autrement puisqu'il en était ainsi. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, regarde toutes tes ressources, toutes tes capacités, tous les moments magnifiques, incroyables, tout ce dont tu es capable pour les autres comme pour toi-même, tous ces instants de bonheur que tu t'offres, que tu te donnes, des moments simples, ils existent. Ils ne sont pas tous conscients, mais ils existent. Alors, regarde ça, enfin. Regarde ce que tu es devenu. Grâce aux rencontres, grâce aux difficultés, et d'avoir traversé ces difficultés. Ça, tu ne le savais pas quand tu étais petite, quand tu étais enfant, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Tu n'avais pas idée de la belle personne que tu es là, tout de suite, maintenant, et que tu es vraiment. Alors c'est ça la bonne nouvelle que tu vas pouvoir raconter à ton enfant intérieur, au petit garçon, à la petite fille, bien que tu as été et que quelque part tu es encore au fond de toi-même, dans le secret de ton symptôme. Merci infiniment pour votre présence, la qualité de notre relation ce soir, toute simple, authentique. Et c'est des moments ainsi eh bien, que je vous propose de vivre et de continuer de vivre avec vous-même, avec ceux qui vous aiment autour de vous, et puis à travers
les stages, les formations de l'école, parce que j'aurai la joie de venir vous rejoindre au Maroc, à Marrakech, mais je crois que Rabi va vous parler de cela dans le détail maintenant. Merci Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup Christian. Donc oui, nous vous 18 juin à Marrakech au séminaire de Christian Flex. Vous allez recevoir par email Alors, alors le son est haché, Rabi, tu peux... Monsieur. Là, on n'entend pas. Enfin, moi, je n'entends pas en tous les cas là, ce que tu dis, Rabi. Donc, si, tout à l'heure, tu avais un bon son, là, au début, quand on a communiqué. Donc, il doit y avoir quelques réglages à faire. Voilà, là je pense que c'est bon. Et là, tu penses bien. Tu penses Voilà, juste. très bien. OK. Donc, nous vous donnons rendez-vous le 17, 18, 19 juin pour la conférence, pour le séminaire de Christian Flech à Marrakech. Ça se passera, nous avons le plaisir de l'accueillir à Marrakech. Beaucoup de questions ont été posées par rapport au livre de Christian Flech. Les livres de Christian Flech sont disponibles au Maroc. Donc, vous pouvez nous contacter par courrier. Donc, vous allez recevoir de toute façon notre courrier, nos informations, tous nos coordonnées pour nous contacter à la fois pour réserver les livres de Christian Flech et aussi pour réserver le séminaire. Encore une nouvelle fois, merci Christian, merci pour ta générosité, merci pour ce que tu es, merci beaucoup à toi pour ta présence, pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Et nous vous donnons rendez-vous pour la continuité. Donc, à très bientôt, le 17, 18, 19, ou dans une autre conférence avec Christian Flech. Merci à vous. Oui, avec beaucoup de joie. Au revoir.